syndrome parkinsonien, lui, qui peut être secondaire à un problème donné, qu'on va voir d'ailleurs, avec des exemples, comme dans la Corée, comme dans l'hémibalisme, par exemple, et qui peut être aussi secondaire à un médicament, un problème métabolique, comme dans la maladie de Wilson, par exemple, qui est elle, un dépôt de cuivre dans les noyaux gris centraux, et qui va donner exactement presque les mêmes, la triade qu'on voit dans la maladie de Parkinson. D'accord? Et donc, les syndromes parkinsoniens, ils sont très nombreux dans le chef de file et la maladie de Parkinson. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la maladie de Parkinson? C'est que vous allez avoir un déficit en dopamine, carrément. Donc, c'est un déficit dopaminergique, c'est un déficit en dopamine, et qui va donner la triade qu'on va décrire tout de suite, qui est la dystonie, qui est l'hypertonie, qui est le tremblement parkinsonien et la kinésie. C'est la fameuse triade qu'on va voir en détail. Vous voyez? Oui, très bien. C'est un extrait d'un film très ancien. C'est carrément l'ère médiévale. Ça, c'est en Europe. Vous allez vous partager cette vidéo. C'est quoi? Ils ne réagissent pas. Alors, c'était une petite vidéo que je vous ai partagée d'un ancien film. Et est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi l'intérêt de cette vidéo? Est-ce que vous avez une idée? Ça, c'est de l'histoire, hein. Enfin, dites oui ou non, hein, c'est pas un truc, c'est pas l'examen, là. Est-ce que vous avez une idée ou pas? Aucune idée. Non. D'accord, ok. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la danse de Sengé, la marche anormale? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la danse de Sengé? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non plus. Très bien, super. Pas grave. On va y revenir parce que on va revenir à la danse de Sengé. En fait, l'histoire de Sengé, c'est une histoire d'un saint. Enfin, à l'époque, les saints de l'Église guérissaient les maladies. Et pourquoi il l'appelait, d'ailleurs, ce qu'on va voir tout à l'heure, la Corée, qui est une des manifestations du syndrome extrapyramidal, elle est dite la maladie du Sengé. Donc, c'est pour ça, le Sengé, à l'époque, soi-disant, c'était lui qui traitait la maladie, qui guérissait, c'était un guérisseur qui guérissait principalement les enfants
l'âge entre 5 et maximum 15 ans, qui faisaient des mouvements anormaux. Et là, j'allais dire le saint, qui est le saint gay, traitait ces patients, enfin, les traitait, il arrivait à les guérir par, d'ailleurs, pour eux, celui qui arrive à l'époque, hein, ça c'était 3 ans avant l'ère de Jésus, c'était 3 ans avant Jésus, et ils pensaient que ce saint gay était responsable de la maladie, c'est pour ça qu'il pouvait la guérir. Et donc, à l'époque, il arrivait quand même à guérir des patients qui avaient la chorée, et ce n'était pas n'importe quelle chorée. Enfin, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est la chorée de Sydenham. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la chorée de Sydenham. D'ailleurs, on va décrire d'abord ce que c'est une chorée sur le plan clinique. D'accord? Et on va revenir à cette histoire de la danse de Sengi. Alors, un petit rappel sur, si on parle de syndrome extrapyramidaux ou des syndromes extrapyramidaux, c'est qu'on va faire référence au noyau, noyau gris centraux, le noyau gris de la base, ou bien appelé encore les ganglions de la base. En fait, si on parle des syndromes extrapyramidaux, si on est pratiquement toujours dans les problèmes de motricité, c'est quand on a vu avant-hier avec le syndrome pyramidal. Ce qui est différent, c'est que dans le syndrome pyramidal, il s'agit de tout ce qui est motricité volontaire. Contrairement au syndrome extrapyramidal, on est principalement dans les mouvements involontaires, mais c'est toujours des problèmes de motricité. Donc, les noyaux gris centraux sont importants parce que là, c'est un petit rappel. Je préfère vous montrer ma diapositive à moi. Voilà, c'est ma diapositive que j'ai faite moi-même. Donc, ce qui est en rouge ici, si vous vous rappelez, c'est tout ce qui est faisceau pyramidal. Donc là, on est vraiment au niveau du cerveau, c'est l'encéphale. D'accord? Et là, ce qui est en flèche au niveau du cortex, ça part du cortex bien sûr, c'est l'aire de la motricité. D'accord? Et là, au milieu, le regroupement de tous ces faisceaux, normalement, on passe par une structure assez particulière qu'on a vue avant-hier. Et c'est parce qu'il y a le regroupement de tous ces faisceaux pour passer par, si vous voulez, toujours un noyau gris. On a une structure grise au niveau cérébral. Qui s'appelle le thalamus. Hier, avant-hier, cette atteinte, elle va donner l'atteinte de tout le faisceau. Et c'est pour ça qu'elle va être une paralysie proportionnelle, complète. Rappelez-vous. La capsule interne, bravo. C'est la capsule interne. Parce que tous les faisceaux pyramidaux passent, tous les fibres du faisceau pyramidal passent par la capsule interne, tout à fait. Et à côté, ce que vous voyez ici, c'est les noyaux gris centraux. Ce qui est en noir ici, avec un grand T, c'est le thalamus, qui est au-dessus, vous avez les deux noyaux codés, à gauche et à droite, coiffés par le corps calleux, en rouge, ici. Donc, vous avez le corps calleux, vous avez le noyau codé, vous avez le thalamus. Ce qui est en bleu en bas, c'est l'hypothalamus, d'accord? Et ici, en triangle, vous avez le putamen, parce que le triangle est divisé en fait en deux grandes parties. Vous avez en extérieur, ou là en interne, où là, vous avez votre putamen. Maintenant, ici, normalement, ce n'est pas le putamen interne, hein, c'est le putamen externe avec le putamen interne. D'accord? Le triangle. Bien sûr, de part et d'autre, hein, vous avez deux hémisphères. Et bien sûr, vous avez le noyau codé qui est connecté avec le putamen parce qu'en fait, ça donne la même structure qu'on appelle comment? Noyau codé plus putamen. Si vous vous rappelez, vous avez fait ça en anatomie, même en physio si je me rappelle. Le striatum, bravo. Ça va donner le striatum. Pourquoi j'insiste sur un rappel anatomique? Parce qu'il est très important par la suite. Ça, c'était un petit rappel. Pourquoi il est important? Parce qu'en fait, les manifestations extrapyramidales, ou le syndrome extrapyramidal, il va se manifester par des boucles. C'est ce qu'on appelle des boucles de régulation, d'accord? Qui va se former entre le cortex
et les différents noyaux. Et ça dépend de quelle boucle s'agit-il qui va donner les manifestations qu'on va voir de tout de suite. Alors, toujours un schéma que j'ai fait et les boucles accessoires. Alors, la principale boucle de syndrome extrapyramidal, c'est celle qui part du cortex, qui est née au niveau du cortex, avec une fibre bon, qui relie le striatum. Le striatum, vous avez une boucle qui part, ou un faisceau qui part vers le pallidum, et non pas n'importe quel pallidum, principalement au pallidum interne. Et du pallidum interne, il y a une fibre qui sort pour aller au niveau du thalamus. Et du thalamus, ça retourne vers le cortex. Donc, le départ, c'était le cortex, et on arrive toujours au cortex. Ça, cette boucle, on appelle la boucle principale du syndrome ou du système extrapyramidal. On a d'autres boucles qui sont accessoires, mais qui sont du super importance. On a la boucle ici en pointillé, en bleu clair, ou la turquoise. Je l'ai appelée la première boucle accessoire, qui relie le thalamus au striatum. Donc, on a compris que le striatum, c'est carrément l'association du noyau coudé avec le noyau coudé avec le. Rappelez-moi avec quoi? Le noyau coudé avec le putamen. Voilà. Donc, qui va donner le striatum avec le putamen, exact. Et donc, ça, c'est le premier faisceau qu'on va voir tout à l'heure. Parce que si vous avez l'atteinte à ce niveau, vous avez un problème de ce faisceau accessoire, principalement par l'atteinte du striatum. Je l'ai mis en bas avec la même couleur. Vous aurez ce qu'on appelle une chorée. Et la chorée, ce n'est pas une maladie en elle-même. Il ne faut pas dire la maladie de la chorée, ça c'est faux. La chorée, c'est des symptômes que vous allez voir, c'est des signes neurologiques qu'on va décrire et qui peuvent être secondaires à une maladie ou une autre. D'ailleurs, on peut donner comme exemple la chorée de Sydenham que j'ai donné comme exemple tout à l'heure, décrite par Sydenham, qui touche les enfants de 5 ans à 15 ans et qui est, elle, secondaire à une infection bactérienne, secondaire au streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. D'ailleurs, qui est responsable de ce qu'on appelle la maladie, le RA. Vous connaissez le RA? Vous savez ce que c'est le RA? Oui, 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 très bien. C'est le rhumatisme articulaire aigu, d'accord? Qui touche principalement les enfants d'un âge, le petit et le grand enfant. Super. Donc, parmi les manifestations de ce RA, du rhumatisme articulaire aigu, vous avez l'atteinte du striatum et qui va donner la chorée. C'est une des manifestations du RA. D'ailleurs, elle fait partie des critères. Mais on n'a pas que la chorée de Sydenham, qui est connue dans le rhumatisme articulaire aigu. On a la chorée de Huntington, qui est une maladie dégénérative du système nerveux central et qui est génétique. Voilà, à transmission, je ne me rappelle pas de la transmission, si elle est autosomale, récessive ou pas, mais c'est génétique qui peut se transmettre et qui se manifeste elle aussi d'une chorée. Donc vous voyez, en parlant de chorée, ça ne sous-entend pas une maladie particulière ou bien un syndrome particulier. C'est carrément des signes cliniques qui peuvent se voir et qui peuvent nous amener à penser à telle ou telle maladie. Donc, ça, c'est le premier faisceau accessoire qui est très important. Lui, il lie le striatum ou à la substance noire que vous voyez ici. La substance noire qui se trouve aussi dans un noyau gris central elle se trouve où la substance noire, à votre avis? Elle est à quel niveau? On est toujours dans les noyaux gris centraux. Le tronc cérébral, le tronc, où exactement? C'est au niveau du locus niger. C'est exactement au niveau du locus niger. Pourquoi il est appelé Niger ou la Niger?
parce que c'est G-E-R, comment ça se prononce en français Niger, mais en allemand ça se prononce Niger. C'est carrément parce que c'est noir. C'est pour ça qu'on appelle ça la substance noire. C'est le locus niger. Vous savez pourquoi ça a une couleur noire? C'est pas carrément quand on le voit, c'est noir. Vous savez pourquoi? C'est un pigment. Est-ce que vous avez une idée? C'est la dopamine. Bravo, Esmine. Donc, cette dopamine, c'est elle qui donne cette couleur noire. Et donc, quand vous avez une atteinte de cette petite boucle, si vous voulez, ou là de cette petite connexion qui est accessoire, vous aurez ce qu'on appelle la maladie de Parkinson, carrément. Parce que l'atteinte de la substance noire, ou bien de cette connexion entre le striatum et la substance noire, va donner un déficit en dopamine. Et qui dit déficit en dopamine, dit des manifestations en faveur de la maladie de Parkinson qu'on va détailler tout de suite. Et enfin, vous avez une boucle accessoire qui est aussi intéressante, qui se fait entre le pallidum interne et la substance sous-thalamique. Cette connexion ou cette boucle accessoire, quand elle est atteinte, principalement l'atteinte de la substance sous-thalamique, elle va donner ce qu'on appelle l'imibalisme, qu'on va voir tout de suite, qu'on va décrire et comment il peut se manifester sur le plan clinique. Normalement, j'ai un certain nombre de vidéos qui peuvent illustrer chaque manifestation ou bien chaque syndrome. Tout ça, c'est la boucle principale qui est en rouge, qui est la principale boucle du système extrapyramidal. Mais les principaux manifestations qu'on va décrire tout de suite, c'est la maladie de Parkinson par l'atteinte de la substance noire. Vous avez la chorée par l'atteinte du noyau qui est le striatum. Et vous avez enfin l'imibalisme par l'atteinte de la substance sous-thalamique. Tout ça, on appelle ces trois boucles, on les appelle les trois boucles secondaires ou accessoires, qui sont rien d'autre que des boucles de régulation. Est-ce que ça va jusque-là? C'est vrai que je m'attarde sur ça parce que tout ce qui va venir concerne ce schéma-là. Est-ce que ça va? Bien sûr, je parle de l'imibalisme. L'imibalisme, c'est vrai qu'il y a un noyau particulier au niveau de cette substance sous-thalamique qui est appelé le noyau de Lewis. D'accord? C'est l'atteinte de ce noyau, le noyau de Lewis, qui vous donnera l'imibalisme. Est-ce que ça va? Dites quelque chose au commentaire. Est-ce qu'on peut avancer? Oui, oui, très bien, super. Alors, on continue. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Ce n'est pas la peine que je reprends. L'essentiel, l'atteinte, d'ailleurs ici, c'est mentionné, les syndromes extrapyramidaux, je l'ai dit tout à l'heure, et qui sont dominés par le syndrome parkinsonien ou bien la maladie de Parkinson. Mais on aura d'autres manifestations de ces syndromes extrapyramidaux. On va voir la tétose. On ne connaît pas exactement le substratum anatomique contrairement à la chorée, à l'hémibalisme. On aura la dystonie qui est quand même un certain nombre de maladies, d'atteintes très variées, très disparates qu'on va voir tout de suite. Alors, on va commencer principalement, là, c'est ce que j'étais en train de vous décrire. Si je vous montre le syndrome extrapyramidal comme ça, vous n'allez rien piger. Contrairement à ce que je vous ai montré tout à l'heure par rapport aux boucles accessoires et la boucle principale de régulation. Mais il y a une petite remarque aussi, ce syndrome ou ce faisceau, ces boucles du système extrapyramidal, il n'est pas complètement déconnecté du système pyramidal. Vous avez vu qu'il y a des faisceaux qui partent principalement du cortex. D'accord? C'était une façon de vous dire qu'il n'y a pas une déconnexion totale parce qu'on est toujours dans la motricité. Et le système principal de la motricité reste le système pyramidal qui est lui responsable principalement de la motricité volontaire. Alors, on va parler du Parkinson. Ce que vous devriez garder en tête comme maladie parkinsonienne, c'est principalement la triade.
La triade qui est faite par quoi principalement? Elle est faite par le tremblement parkinsonien que vous devriez connaître par cœur parce que c'est vraiment le maître symptôme. Vous avez l'akinésie et vous avez l'hypertonie. L'hypertonie qu'on a vu quand? Avant-hier. On a vu où l'hypertonie, si vous vous rappelez. Ce que je dis est important parce que les réflexes osteotendineux, c'est-à-dire, Ferdows, plus de détails, parce que même ici, on va voir les réflexes osteotendineux. L'hyperréflexie, ça donne l'hyperréflexie. Mais c'est suite à quoi? La rigidité, tout à fait. Mais suite à quoi? À une lésion, bravo, Ferdows. C'est une lésion qui est chronique. C'est une lésion chronique du faisceau pyramidal. D'accord? Parce que quand le faisceau pyramidal est atteint d'une façon aiguë, ça vous donne une hypotonie et non pas une hypertonie. Et d'ailleurs, l'hémiplégie spasmodique. Bravo, Fatima. Super. Et donc, à chaque fois, on fait une petite comparaison pour se rappeler les détails. Parce qu'on pourra vous demander quelle est la différence entre l'hypertonie du syndrome parkinsonien et l'hypertonie du syndrome pyramidal, qui sont deux manifestations complètement différentes. D'ailleurs, je vous ai fait un tableau comparatif à la fin. Normalement, c'est à vous de le faire, mais puisqu'on est au mois de carême, au mois de Ramadan, j'étais gentil et j'ai essayé de vous faire moi-même la comparaison. Donc, on va commencer par le tremblement. Comment est le tremblement dans la maladie de Parkinson? La chose la plus importante à garder en tête, c'est que le Parkinson tremble au repos. Ça veut dire? Ça veut dire s'il fait un geste volontaire, si on lui donne par exemple une bouteille d'eau, et quand il fait le geste pour prendre la bouteille d'eau, le mouvement ou le tremblement disparaît complètement. Ça, c'est un point très important dans le tremblement du Parkinson. Donc, au repos, vous allez voir un tremblement qui est bien rythmé et qui peut concerner principalement le visage, principalement au niveau on appelle ça comment? La mandibule, de la maxillaire inférieure. D'ailleurs, vous allez voir la maxillaire inférieure qui fait des mouvements rythmiques et assez stables, et principalement au niveau du membre supérieur, au niveau de la main. Si vous voyez la main avec les doigts, on dit que le patient il est en train d'émietter le pain. Il émiette bien ou là, il roule une cigarette. C'est la description qu'on donne sur le plan anatomique. Et émiette le pain, c'est comme vous donnez du pain pour les pigeons. Vous voyez, vous êtes en train d'émietter le pain. Et là, c'est vraiment ces mouvements, flexion, extension des doigts, en adduction, abduction du pouce. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui émiette le pain pour donner aux pigeons, ou là, il compte la monnaie. Vous comptez la monnaie, ou là, vous voyez le geste que je fais entre le pouce et l'index pour lequel il a l'argent. Ils font exactement la même chose. D'accord? Donc, et au niveau, il faut dire que c'est un tremblement de repos et il augmente avec l'émotion. C'est-à-dire quand la personne est contente ou inversement, ou là elle est en colère, on voit l'aggravation de ces mouvements, on voit l'aggravation de ces tremblements, la fatigue aussi, l'effort de concentration intellectuelle. Si vous demandez au patient ou à la patiente de faire une petite équation ou de faire une addition, vous allez voir l'aggravation du tremblement. Parmi ces caractéristiques aussi, c'est que ce tremblement disparaît complètement pendant le sommeil. Donc, si vous avez un patient qui a un tremblement, qui n'est pas du repos, qui ne disparaît pas au sommeil et qui ne disparaît pas quand il fait un mouvement volontaire, c'est que ce n'est pas un tremblement parkinsonien. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ces détails sont très importants. Super. Donc, le tremblement du parkinsonien, il est au repos, il disparaît au sommeil, il est bien rythmé et aggravé par l'émotion. Ça, c'est les caractéristiques du tremblement parkinsonien. L'akinésie, ou bien ce qu'on appelle l'immobilité. On dit
d'ailleurs, vous allez entendre parler de ça, on dirait que le patient est figé, il est inerte, il ne bouge pas, il a une mimique inexpressive. Ça, c'est carrément la description de la mimique ou du visage du parkinsonien. D'ailleurs, s'il voit quelque chose qui est rigolo ou qui est triste, il ne réagit pas. Pas donc comme une personne saine, normale. Et donc, vous avez au niveau du visage un visage qui est figé, vous avez des clignements qui deviennent rares, je veux dire les clignements palpébrales, ralentissement, vous avez une mimique qui est inexpressive, qui est figée, qui ne reflète pas l'émotion. Donc, on ne sait pas s'il est content, il est mécontent, il est heureux. On n'arrive pas à comprendre. C'est carrément un visage, comment dirais-je, ça ressemble à un visage des patients qui sont mélancoliques, hein, dans la dépression un peu. D'ailleurs, c'est des patients qui font beaucoup de dépression. Au niveau de la marche, c'est une démarche très particulière. Je ne sais pas si déjà vous avez vu un parkinsonien autour de vous, mais il marche à tout petits pas. Vous avez l'impression qu'il ne bouge pas. C'est vraiment son polygone, sa démarche, elle est toute petite, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il n'y a pas que cette démarche qui est très particulière. D'ailleurs, il y a une attitude qui est, on dit qu'elle est en triple flexion. L'attitude du corps, hein, elle est en triple flexion. Et vous avez une démarche qui est très, très ralentie, avec de tout petits pas. Ce ne sont même pas des pas. Hein. C'est carrément, il patine le malade. Ce n'est pas vraiment réellement des pas. Et si vous lui demandez, par exemple, de faire des mouvements alternatifs, ce qu'on appelle les mouvements de marionnettes, les mouvements rapides, par exemple, les marionnettes, c'est comme si, je ne sais pas si vous vous rappelez les chansons qu'on chantait aux petits-enfants. Ainsi font les petites marionnettes, avec les mains. Vous voyez voir que ces patients-là ont vraiment des difficultés, ils sont très ralentis à faire des mouvements. C'est vraiment des mouvements ralentis par rapport à l'amplitude. D'accord? Et là, c'est vraiment ce qu'on appelle une akinésie. Cette akinésie, comment elle peut se manifester également? C'est vous demander aux patients, d'ailleurs, ce n'est pas rapporté, c'est votre livre de Rosemary Hamladi. Vous allez demander à un patient d'écrire. Et vous allez vous rendre compte que son écriture, elle est minuscule. D'accord? Elle est toute petite. Ce qu'on appelle la micrographie. Chose qui n'est pas dans votre livre. D'accord? C'est la micrographie qui est rapportée qui n'est pas rapportée dans votre livre. Il y a un autre détail que vous pouvez rajouter dans la description du tableau de la maladie de Parkinson. C'est vous demander aux patients de faire un petit calcul, c'est-à-dire 2 fois 2 pour vous dire 4, vous lui demandez, il ne saura pas, il a des difficultés, même avec les petits calculs. Et là, ce qu'on appelle la calculie. Donc, la calculie, la micrographie, un visage figé, une attitude en triple flexion du corps, qu'est-ce qu'il y a encore les pas, les petits pas, ce qu'on appelle la démarche avec les petits pas, tout ça fait penser à la maladie de Parkinson. Voilà. Donc, il y a aussi un signe pathognomonique que vous devriez décrire si on vous pose la question. Hein. Il y a le signe de l'oreillette. C'est-à-dire, le patient, il est tellement rigide, il est tellement figé, quand il s'endort, vous enlevez l'oreillette, vous n'avez pas la tête qui tombe sur le plan du lit. Donc, il garde la tête rigide. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le signe de l'oreillette. La tête du malade, privée du support, ne retombe que lentement sur le plan du lit. Voilà. Ça, c'est la description de l'akinésie. On a vu le tremblement, on a vu l'akinésie, et on arrive enfin. Ça, c'est la triple flexion. Vous voyez? Ça, c'est l'attitude du parkinsonien, debout. Et vous avez l'hypertonie. L'hypertonie, elle est très particulière chez le Parkinson. Ce n'est pas comme l'hypertonie qu'on a vu tout à l'heure, enfin avant-hier, dans le syndrome pyramidal. C'est une hypertonie, on dit qu'elle est, comment dirais-je,
Elle est, regardez la description. Euh, c'est en à-coup. Elle n'est pas mentionnée ici. Bizarre. Parce que vous avez, voilà, elle est plastique et diffuse. Quelle est la différence? L'hypertonie dans le syndrome pyramidal, elle est spastique. Ici, elle est plastique, en roue dentée. Voyez, vous imaginez, maintenant, si vous faites flexion, extension de l'avant-bras sur le bras d'une façon rapide, vous allez avoir le bras qui va venir vers l'avant-bras en flexion, en roue dentée, c'est-à-dire en à-coup. D'accord? C'est en à-coup. Ça vient pas d'une. C'est pas comme. Comment vous dire? C'est pas comme un truc plastique. Quand vous avez, par exemple, un tuyau et vous essayez de le plier, quand il revient à sa position de départ, il revient à doucement. Il s'ouvre doucement. Mais chez le Parkinson, on dit en roue dentée. C'est la roue dentée. Vous savez, la roue dentée, c'est la roue qui a la ajala dat al-asnan. C'est la roue dentée. Et donc, c'est en à-coup. C'est ça ce qu'on appelle. C'est vraiment une hypertonie assez particulière du Parkinson. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer comme moi. Est-ce que vous arrivez à imaginer? Ça, on dit que c'est une hypertonie en à coup. D'accord? Donc là, c'est un récap. Regardez, l'hypertonie l'extrapyramidale, elle est plastique, elle est diffuse. Et les signes négatifs, donc absence de déficit musculaire et absence d'anomalie des réflexes. Contrairement, si vous vous rappelez, au syndrome pyramidal. Et les signes accompagnateurs, bien sûr, ce qu'on vient de décrire dans la triade du Parkinson, il y a le tremblement parkinsonien, il y a la kinésie. Est-ce que ça va? Vous arrivez à suivre? Oui, très bien. Voilà, la plasticité, là on en a parlé, déplacement des différents segments du membre, c'est en à-coup. Résistance à la mobilisation passive, voilà. Donc, vous sentez une résistance quand vous faites flexion, extension rapide, l'avant-bras sur le bras. Et d'ailleurs, on dit sans à-coup en tuyau de plomb. D'accord? Elle est uniforme, sans à-coup en tuyau de plomb. En roue dentée, c'est ça la description. C'est en roue dentée. Gardez ces termes parce qu'ils sont super importants. Alors, elle est diffuse, cette hypertonie, elle est diffuse, elle est homogène dans sa répartition. C'est pas comme dans le pyramidal, vous avez une systématisation, ça dépend de l'étage, ça dépend du faisceau atteint. Donc vraiment, c'est bien limité, bien systématisé. Ici, dans le Parkinson, non, elle est diffuse. Elle ne concerne pas un hémicorps, elle ne concerne pas la jambe ou le pied ou la main. C'est vraiment diffus, c'est homogène, elle implique tous les muscles, d'accord? C'est à la différence de l'hypertonie du faisceau pyramidal. Vous voyez, à chaque fois, je suis en train de faire une comparaison. Et les signes négatifs, bien sûr, pour différencier le pyramidal de l'extrapyramidal, on l'a bien dit. Voilà, les signes accompagnateurs, vous avez un visage qui est figé, une mimique qui est figée, qui est inexpressive. Donc, vous ne savez pas exactement ce que veut le patient. Il y a la kinésie, il y a le tremblement du repos. Voilà, donc à différencier les syndromes parkinsoniens de la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, c'est carrément un déficit en dopamine. Et les syndromes parkinsoniens, ça peut être des maladies métaboliques comme la maladie de Wilson, qui concerne un dépôt de cuivre, je l'ai dit, par un déficit en, en protéines de transport du cuivre. Vous connaissez, on appelle, voire même en deuxième année. Voilà, c'est ça en deuxième année. Elle s'appelle comment? La protéine qui circule, le cuivre.
Vous savez pas dire on ne connaît pas. À lever la main. Bilbey. Qui c'est qui a levé la main? Je ne sais pas, je ne vois pas les gens qui lèvent la main. Vous connaissez ou connaissez pas? Non. Ghana. La maladie de Wilson, c'est une maladie métabolique qui concerne le métabolisme du cuivre dans l'organisme. C'est la céruleoplasmine. Très bien, Ahlam. Kadar. Kadar Ahlam, c'est ça. C'est la céruleoplasmine, c'est la protéine qui circule, qui transporte le cuivre. Et dans son déficit, quand on n'a pas de céruleoplasmine ou la diminution, vous allez avoir une cumulation. Et cette cumulation, elle peut se faire au niveau des noyaux gris centraux et va donner un syndrome parkinsonien et non pas une maladie de Parkinson. Ça, c'est un exemple. Les traitements, les médicaments contre la dopamine vont donner un syndrome parkinsonien parce que c'est médicamenteux. D'accord? Contrairement à la maladie de Parkinson proprement dite, qui, elle, c'est l'atteinte du noyau du locus niger, d'accord? De la substance noire. Donc, un déficit en dopamine. Est-ce que ça va? Donc, retenez la triade, tremblement du repos, maladie de Wilson, à j'arrive pas à voir le commentaire, a une relation avec l'âge. Tout à fait, Fardos. Si vous avez un syndrome parkinsonien qui survient chez un patient, un adulte jeune de la quarantaine, il fait un Parkinson, pensez à la maladie de Wilson. Et elle se manifeste aussi avec un dépôt au niveau cornéen, au niveau de l'œil. Ça donne ce qu'on appelle le dépôt en arc de Kieser-Fleischer. On appelle ça l'arc de Kieser-Fleischer, l'anneau de Kieser-Fleischer, exact. C'est l'anneau, Yasmine. Bravo. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que c'est clair? Donc, tremblement du repos, la kinésie et l'hypertonie. C'est la triade parkinsonienne. Est-ce que ça va? Très bien. Là, vous avez un tableau qui est super bien fait. Vous avez l'hypertonie pyramidale et l'hypertonie extrapyramidale. La pyramidale, elle est spastique ou élastique. Elle est plastique en extrapyramidale. Elle est élective en pyramidale. Elle est diffuse et en extrapyramidale, on l'a vu. Les signes d'accompagnement, on avait le signe de Babinski, rappelez-vous, c'est le réflexe plantaire qui est incontournable, qu'on doit trouver. Vous avez diminution de la forme musculaire, vous avez l'exagération des rôtes. Tout ça est absent dans l'hypertonie extrapyramidale. Et vous avez bien sûr la valeur sémiologique, c'est la lésion du faisceau pyramidal. De l'autre côté, vous avez ici accompagnateur qui sont principalement le tremblement du repos, la kinésie, le patient qui est figé. Et bien sûr, si on vous dit quelle est la valeur sémiologique, c'est le syndrome parkinsonien. J'espère que c'est très clair. Tout ça, c'est la partie la plus importante de l'atteinte du faisceau extrapyramidal. On arrive maintenant au mouvement athétosique, ce qu'on appelle l'athétose. J'espère que j'ai… voilà. L'athétose, il y a une notion de vitesse, dépendance, non? Je n'ai pas compris la question, Feldaus. Il y a une notion de vitesse, dépendance. Reformule ta question, Feldaus. La vitesse par rapport, tu parles de l'hypertonie, parce que la spastique, regarde, il y a une notion de vitesse dépendance. S'examen. Le tonus, c'est ça l'hypertonie. C'est vrai qu'il y a une vitesse, parce qu'une qui revient aux hypertonie plastique et vitesse indépendante. Bon, oui, quand vous faites, par exemple, des flexions, extension rapide de l'avant-bras sur le bras, vous allez avoir une rigidité très importante chez le parkinsonien. Et on dit qu'elle est en roue dentée. Lorsque le patient ne peut pas
initier l'action de lui-même, mais si je lui demande de le faire, il exécute normalement, cela fait partie de la kinésie. La kinésie, c'est qu'il est figé. Et même si vous lui demandez de faire un mouvement volontaire, il est très, très ralenti. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le faire, mais c'est ce ralentissement, c'est ça la kinésie. C'est vraiment le ralentissement du geste. Et on dit qu'il est akinétique, il est figé. On a l'impression qu'il ne bouge pas. Je ne sais pas si vous connaissez l'animal le paresseux. Je ne sais pas si vous connaissez. Et il lui ressemble dans ses gestes. Vous connaissez le paresseux, vous ne connaissez pas l'animal. Il fait exactement la même chose. On dirait qu'il a un syndrome de Parkinsonien. On dirait qu'il a un syndrome parkinsonien. Alors, la tétose. La tétose qui reste aussi, qui fait partie des syndromes parkinsoniens, il est toujours lent et incessant, intéressant les extrémités des membres et la face. Quand vous voyez la tétose, on a l'impression, c'est les manœuvres en pieuvre. Vous connaissez la pieuvre, le carnet. Donc, quand vous voyez les patients, quand vous voyez les gestes au niveau des mains, on a l'impression, d'ailleurs, vous ne pouvez pas reprendre ces gestes, on a l'impression que les mains, c'est des tentacules d'une pieuvre. D'accord? Ça ressemble à des tentacules d'une pieuvre. Au membre inférieur, on note une. C'est quoi la relation entre maladie de Wilson et Parkinson? Hossein, la relation, c'est que les deux donnent ce qu'on appelle un tableau de parkinsonien, un syndrome parkinsonien. C'est-à-dire, dans les deux, le Parkinson, c'est une maladie, à ne pas confondre avec le syndrome. Le syndrome, c'est l'association de l'akinésie, de l'hypertonie et du tremblement. Ça, c'est un syndrome parkinsonien qui peut être dû à une maladie métabolique comme la maladie de Wilson, et peut être dû à un médicament, et peut être dû à d'autres atteintes d'autres faisceaux. Ça, c'est un syndrome parkinsonien. La maladie de Parkinson, elle se manifeste de la même façon avec un syndrome parkinsonien, sauf que la maladie, c'est l'atteinte du locus niger. C'est carrément un déficit en dopamine. Est-ce que ça va, Racine? Très bien, super. On continue. On est toujours dans la tétose qui a quand même, elle fait partie des syndromes parkinsoniens qui se manifestent par des déplacements asynchrones et écartements, alternance, flexion, extension des doigts. C'est carrément comme la pieuvre. Vous connaissez la pieuvre, le carnet. Les doigts commencent à bouger comme une pieuvre. D'accord? Et au niveau du membre inférieur, vous avez une hyperextension spontanée des orteils, simulant un Babinski. Faites attention, le Babinski, quand on chatouille la plante de pied, c'est carrément l'extension des orteils en éventail, si vous vous rappelez. Ça commence, c'est extraordinaire, il faut le voir. Hein? Ça commence par l'extension du grand pouce et ça s'étend vers les autres orteils. C'est en éventail. Ça peut ressembler à ça. Au niveau de la face, vous avez les mouvements athétosiques, siègent au niveau de la région buccale, réalisant des grimaces lentes. Et les mouvements d'athétose se développent souvent sur un fond d'hypertonie. Si vous avez remarqué jusque-là, pratiquement toutes les manifestations des syndromes extrapyramidaux, on aura une hypertonie. Sauf, je dis bien sauf, faites attention, parce qu'à chaque fois, vous devriez comparer, sinon vous ne saurez jamais répondre au QCM. Sauf dans une certaine situation qu'on va voir tout de suite, c'est l'hémibalisme. L'hémibalisme, au lieu que vous ayez une hypertonie, là, vous n'avez pas une hypertonie, vous avez une hypotonie. On y arrive à l'hémibalisme, mais je préfère de vous lancer la couleur dès maintenant pour que vous la fixiez. Tous les syndromes extrapyramidaux, que ce soit la maladie de Parkinson, que ce soit les mouvements athétosiques, que ce soit la chorée, c'est une hypertonie. D'accord? L'hémibalisme, c'est une hypotonie plutôt. D'accord? On va y arriver. Et bien sûr, vous avez
comme dans le syndrome parkinsonien ou la maladie de Parkinson, parce que tout ça, c'est des syndromes parkinsoniens. À chaque fois que le patient s'endort, il y a une disparition de l'hypertonie. Et vous avez bien sûr toujours une aggravation de syndrome parkinsonien quand le patient, il est fatigué, l'émotion, tout ça, on lui demande de faire un calcul, tout ça aggrave le syndrome parkinsonien. C'est exactement, si vous voulez, c'est des caractères communs au syndrome parkinsonien. D'accord? Donc, la disparition du sommeil, l'aggravation par la fatigue et l'émotion. Ça, c'est. Et bien sûr, quand on demande au patient de faire un calcul. Ça, c'est les mouvements athétosiques en pieuvre. Vraiment, c'est des mouvements en flexion, extension des doigts, écartement. On a l'impression qu'ils ont des pieuvres à la place des mains. La dystonie. Par contre, la dystonie, en arabe, on appelle ça khalal tawtur. Marad khalal tawtur, la dystonie. La dystonie, qui bien sûr, elle atteint bien sûr le tonus, principalement le tonus musculaire, et ils sont nombreux. Donc, c'est des contractions toniques, involontaires et intermittentes, localisées. Il faut savoir que ces contractions font très mal. Elles sont douloureuses. Ce n'est pas mentionné ici. Toujours aggravées par l'émotion et qui disparaissent au repos et pendant le sommeil. Je vous ai dit que c'est vraiment un caractère commun au tout syndrome parkinsonien. Parce que là aussi, ça ressemble à un syndrome parkinsonien, la triade. Donc, la dystonie, vous avez la dystonie d'attitude qu'on va voir là tout de suite. Normalement, j'ai une vidéo. C'est une hyperlordose. Ça fait mal. Hein. La dystonie, ça fait très mal. Une inflexion latérale du thorax. Vous avez des patients, je ne sais pas si vous avez vu ces patients-là, et ils sont pliés en deux, mais pas en avant. Ce n'est pas une flexion du tronc en avant. Non, c'est en latéralité. Ils marchent complètement déformés. Vous avez une inflexion latérale et une rotation, ça c'est surtout au niveau de la langue et au niveau de la mandibule inférieure. Ça donne un spasme en torsion, principalement de la langue. Je vais vous montrer la vidéo tout de suite. Parce que c'est vrai, quand on vous dit la description comme ça, ce n'est pas évident d'imaginer les choses. Le torticolis spasmodique, j'ai une très belle vidéo sur ça. C'est carrément des patients qui ont un problème au niveau du cou, au niveau du muscle sternocléidomastoïdien, qui devient un peu contracté et rigide. Et vous allez avoir carrément un torticolis. Vous connaissez le torticolis. Quand vous dormez mal et quand vous vous levez, vous avez un cou qui vous n'arrivez pas à vous tourner la tête. Vous dites que j'ai un torticolis. Vous avez tous fait un torticolis, je suppose. D'accord? Et là, vous allez avoir des mouvements au niveau du visage, surtout la maxillaire inférieure et surtout le cou, avec contraction des muscles, surtout le sternocléidomastoïdien. Et bien sûr, les patients commencent à avoir une position vicieuse de la tête, parfois qui peut s'incliner d'un côté. Et c'est les malades qui font un petit geste pour la retenir, avec la main, pour retenir le visage et la tête droite. Donc, ces contractions surviennent par accès durant 20 à 40 secondes. Ça, c'est les descriptions des accès. Mais ce qu'il faut retenir aussi, d'où l'intérêt de la toxine botulique ici. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est carrément la toxine, c'est le botulique, enfin, c'est une toxine sécrétée par une bactérie et qui donne la maladie qui est le botulisme. Nous, on a besoin de cette toxine parce qu'elle peut quand même vaincre la dystonie et l'hypertonie qu'ils ont ces patients. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le fameux Botox. Je ne voulais pas le dire, mais exact. C'est le Botox. Exact. D'ailleurs, on l'injecte au niveau des muscles et ça va les relâcher. Donc, vraiment, c'est vous voulez, c'est le traitement de ces patients. Je ne sais pas, on arrive. Bon, ça ressemble à ça. Et je vais vous montrer là où la patiente, elle a une rotation latérale de la tête. Et comment elle va faire? Elle va tenir la tête avec sa main pour essayer d'établir l'attitude normale ou rétablir l'attitude normale. La dystonie de la face, vous avez les crises oculogires. Normalement, j'ai
On a même la blépharite. Donc, ces accès de déviation conjugués des globes oculaires, je vais vous les montrer. Vous avez le spasme médian de la face et vous avez les crises de protraction de la langue. J'ai normalement le signe de Babinski positif n'est pas un signe pathognomonique du syndrome pyramidal. En fait, si vous avez une lésion, ça c'est une question qui est posée par Gilali, votre collègue. Je ne sais pas si c'est tout le monde qui voit les messages. Si vous avez une atteinte du pyramidal, normalement vous devriez trouver le Babinski. Voilà. Si vous n'avez pas le Babinski, revenez un peu sur la question. Et d'ailleurs, ça dépend de la lésion. Hein. Vous avez à tous les niveaux, hein, vous avez une section de la moelle, si vous avez un patient qui a une tétraplégie, quadriplégie, si vous avez une hémiparésie, une hémiplégie d'un hémicorps, souvent vous avez un Babinski qui est présent. Normalement, c'est un signe qui est très évocateur de la lésion du pyramidal. Est-ce que ça va, Noël? Alors, la tétose. Mais ce signe existe dans la tétose. Qu'est-ce qui existe dans la tétose? Le Babinski? Normalement, non. Qu'est-ce qui existe dans la tétose, Nawal? Pour qu'on puisse avancer. Normalement, non. Dans la tétose, la tétose, il n'y a pas de Babinski. Le signe est simulant. Le mot simulé, maintenant, ça ressemble. C'est pas un. Faites attention, l'équipe. Là, elle a bien fait de le dire. Ça simule. Simulation, maintenant, ça ressemble à un Babinski. Ce n'est pas un Babinski. D'accord, Djilali? Simulant, maintenant, ressemble. Voilà, Hossein. Simulant, ça simule. Ça fait ressembler à un Babinski, mais ce n'est pas un Babinski. Faites attention. Mais si on le retrouve chez un patient, on n'est pas sûr que c'est un syndrome pyramidal. Mais si vous avez un syndrome pyramidal, ni l'hypertonie elle est la même chose, les réflexes ne sont pas la même chose. Non, vous avez quand même un ensemble de signes. Est-ce que c'est clair, Nawal? Ça va ensemble. Très bien, super. Donc, moi, j'ai envie de vous montrer, c'est clair, super. J'ai envie de vous montrer la vidéo de la dystonie. Est-ce que c'est tout le monde qui voit la vidéo? Je vais essayer par moment de la faire avancer un peu pour gagner un peu de temps. Voilà, Khalal Tawtor. C'est écrit dans toutes les langues, pratiquement dans toutes les langues du monde, ou bien les plus utilisées. Alors. Ça, c'est les principales dystonies qu'on vient de décrire. Il y a la dystonie oromandibulaire. J'ai un cas ici, un témoignage. Il y a le torticolis spasmodique, il y a un témoignage. Il y a le blépharospasme, il y a un témoignage. Bon, ce n'est pas décrit le syndrome de Meig. La crampe de l'écrivain, je vais vous la montrer. Normalement, j'ai tanné la vidéo. C'est carrément des sujets, quand ils commencent à écrire, à un certain moment, ils ont carrément, ils peuvent plus retenir le stylo entre le pouce, l'index et le major. Et par la suite, ils changeront les doigts pour retenir. On appelle ça un peu la crampe de l'écrivain. D'accord? Vous avez la dysphonie spasmodique et vous avez le spasme hémifacial. Normalement, on a tout ça dans ces vidéos. Vous avez le témoignage de Brigitte qui a une dystonie oromandibulaire. Voilà. Donc, il s'agit de troubles musculaires protracteurs de la langue, de l'ouverture ou de la fermeture de la bouche et de la succion des lèvres. Les contractions involontaires
perturbant la parole, la mastication ainsi que la déglutition. Et ça fait mal, hein, c'est douloureux. Voilà. Donc, vous voyez très bien le muscle sternocléidomastéoïdien qui devient très important. D'accord? C'est une contraction très importante, assez douloureuse, assez désagréable, et elle est involontaire. D'accord? On peut la vaincre quand même par l'injection de Botox, de la toxine botulique. Voilà les différents torticolis que vous pouvez voir, hein. Soit en avant, soit en latéral, soit… Fait que je penche la tête comme ça, sans contrôle, et en plus comme ça. Vous voyez? Donc quand je suis comme ça, je ne peux plus relever la tête, alors je suis obligée de la relever. Voilà. Elle s'entraide avec la main. Exactement, je vais me tenir comme ça. Pour se redresser, pour avoir une attitude normale. Voilà, normalement, ici, c'est la blépharite. Un autre témoignage de Marie. Et là, vous allez voir l'aspect de blépharospasme. C'est carrément, blépharo veut dire paupière. Hein. D'ailleurs, quand on dit blépharite, veut dire inflammation de la paupière. Donc, le blépharo veut dire paupière, spasme, donc c'est le spasme de la paupière, qui est involontaire également. D'accord? Vous allez voir le témoignage. Ce n'est pas un clignement normal. Hein. La malade, elle ne peut pas contrôler le clignement palpébral. Ça, c'est le blépharospasme, c'est-à-dire spasme des paupières. Alors, le syndrome de Meig se manifeste par des contractions involontaires des muscles de la mâchoire et de la langue. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure la dystonie oromandibulaire. Sur votre livre, c'est mentionné la dystonie oromandibulaire, mais elle a un nom, c'est le syndrome de Meig. D'accord? Donc, je vais vous montrer la vidéo. Elle est très… normalement, vous avez déjà vu des patients comme ça. Moi, j'en ai vu déjà. C'était avant. Non, après… D'ailleurs, c'est des patients qui n'arrivent pas à bien articuler. Vous avez même du mal à comprendre ce qu'ils disent. Ta bouche, tu la sens comment? Non, ça va maintenant, ça commence à disparaître. Je ne sais pas pour la langage. Regardez, avec injection de Botox, on peut soulager ces patients. Et tout ça, la dystonie fait partie des syndromes extrapyramidaux. Vous voyez? Moi, tu la bouges moins. Donc la toxine, elle te fait du bien. Oui, ça me fait du bien. Ça dérange même à la mastication. La crampe de l'écrivain ou du musicien, on pense au clavier du piano. D'accord? Cette dystonie concerne le membre supérieur dominant et plus particulièrement, je veux dire le membre dominant, il y a des sujets qui sont gauchers, on a d'autres qui sont droitiers. Et donc, le membre dominant, c'est le membre que vous utilisez le plus. Et plus particulièrement, les muscles du poignet et des doigts. C'est pour ça que cette dystonie atteint principalement les muscles des doigts. Ça donne comme des crampes. Et à un certain moment, pourquoi on dit l'écrire? Parce qu'ils écrivent beaucoup. À un certain moment, ils sont obligés de s'arrêter ou bien de changer les doigts. Carrément. Ça, c'est une kinésithérapie. Hein. Il lui donne à écrire. À un certain moment, regardez. À un certain moment, il ne peut plus tenir correctement le stylo.
Il change même les doigts, regardez. Et à un certain moment, il sera obligé de s'arrêter parce qu'il ne pourra plus jamais, il pourra plus écrire. Ça, c'est dans la kinésithérapie. Il peut donner. Ça, ce que vous voyez ici, c'est carrément une injection du Botox. La toxine botulique qui peut soulager les patients. Que ce soit le mandibulaire ou bien le torticolis ou bien les crampes de l'écrivain, ça marche avec tout le monde. L'engin que vous voyez ici, il aide à avoir la pression, parce que quand vous avez une dystonie, vous avez une contraction très importante du muscle. Et donc là, cet appareil permettra de vous dire la pression musculaire importante et elle permettra aussi de vous guider par rapport à l'injection du Botox qui est guidé. Par la suite, il injecte le Botox. Ah. Alors, on arrive ici à un autre témoignage. Alors, là, c'est un témoignage pour dire que la maladie elle a bouleversé la vie des gens. Il y a des pianistes, il y a des écrivains, et là, vraiment, ça gâche leur vie. Voilà. Vous avez un autre témoignage. C'est une patiente qui est atteinte de dysphonie. C'est carrément la dysphonie. Vous savez ce que c'est la dysphonie, c'est l'atteinte des cordes vocaux. Et donc, vous avez vraiment du mal à faire sortir la voix. Donc, c'est carrément un spasme au niveau des cordes. Donc, une atteinte de dysphonie spasmodique en abduction. La dysphonie spasmodique est une altération de la voix due à un spasme des cordes vocales. C'est ce que je viens de dire. Alors, il faut savoir que parfois, il y a des techniques neurochirurgicales. Il y a des techniques neurochirurgicales, parce que là, je ne suis pas censé vous parler de ça, parce que ce qui vous intéresse, vous, c'est carrément comment ça peut se manifester. Mais sachez qu'on peut aller carrément au niveau des noyaux gris centraux. Ça, c'est les neurochirurgiens qui le font. Je ne sais pas s'ils le font en Algérie. Normalement, je devrais poser la question à un ami, un neurochirurgien. Et ils vont carrément entraîner des électrodes. Ils vont ramener des électrodes au niveau du cerveau et ça va entraîner des stimuli, d'accord? Pour inciter les noyaux gris à travailler normalement. Donc, oh là là, je fais à chaque fois la même bêtise. Oh. Normalement, c'est Mujahid qui doit faire passer les plaques. Voilà, donc opération chirurgicale très lourde, la stimulation cérébrale profonde, implantation d'électrodes dans le cerveau, carrément, d'accord? Ça peut améliorer, mais malheureusement, il y a beaucoup d'échecs à distance, hein. C'est-à-dire les patients en post-op, ils peuvent avoir une réponse, mais à distance, ça peut, les symptômes peuvent réapparaître. Je ne sais pas si en Algérie on fait ça ou pas. Ça, c'est avant l'opération.
Oh, j'ai vraiment du mal à faire avancer les… Là-bas. Voilà, ça c'est le stimulateur. Il est carrément au niveau de l'abdomen. D'accord? Ça c'était en 2012. Bon, ça a carrément amélioré la symptomatologie de la malade, mais malheureusement, la malade, elle a repris les symptômes. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, aujourd'hui, avec Donc, ça ne peut pas marcher à tous les coups. 2 ans d'opération et la mise en place, mes yeux se ferment après. Voilà. C'était les principales manifestations que je voulais vous montrer. C'était un certain témoignage. Donc, ça vous donne une idée sur cette histoire de dystonie qui se manifeste elle aussi par une rigidité, une hypertonie qui est très importante et qui donne même des douleurs. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là? On a vu le syndrome parkinsonien, on a vu la tétose et on a vu un peu les principales manifestations de la dystonie. Est-ce que ça va? Très bien, super. Alors, on arrive à la Corée. J'en ai parlé tout à l'heure, si vous vous rappelez. Et j'ai dit, la Corée, ça a été décrite la toute première fois. C'est une maladie. Enfin, c'est pas une maladie. Hein. La Corée, c'est pas une maladie. Il ne faut pas dire qu'il a la maladie de la Corée. Ça, c'est faux. Vous voyez, on dit mouvement choréique. D'accord? Ça sous-entend qu'elle peut être secondaire à plusieurs situations, à plusieurs maladies. Je vous en ai cité deux pathologies tout à l'heure. J'ai parlé de la chorée de Sydenham qui touche l'enfant et qui est secondaire au streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. D'ailleurs, heureusement, elle fait partie des critères. D'ailleurs, c'est une forme grave du RAA. Elle fait partie des critères du RAA. Bon, franchement, moi, j'en ai pas vu, hein, je ne vous cache pas. Heureusement, c'est des lésions qui sont réversibles. C'est-à-dire, je vais vous montrer l'enfant qui fait des crises de chorée. Vous allez voir les mouvements qu'il va mettre, voilà, qui va émettre. Mais heureusement, ces mouvements, ils sont momentanés, ils ne sont pas fixes et qui disparaîtront complètement sans laisser de séquelles après l'éradication du streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. D'accord? Donc, la chorée, on appelle ça la folie musculaire. Vous allez voir la personne bouger il fait des mouvements que vous ne pouvez pas émettre, que vous ne pouvez pas reprendre. Donc, on dit que c'est une folie musculaire. Donc, au niveau du visage, c'est des patients qui vont faire des grimaces, des mimiques. Au niveau du membre supérieur et inférieur, ils vont faire des flexions, extensions des membres, ossements des épaules et ils vont faire même des contorsions. C'est carrément un tronc presque il se tord le tronc. D'accord? Donc, vous avez, ça s'accompagne d'une hypotonie. Bon, tout à l'heure, j'ai dit c'est l'hémibalisme. En fait, j'ai fait une boulette. En fait, c'est dans la Corée. La Corée, c'est la seule situation là où vous avez l'hypotonie. D'accord? Souvent, dans les syndromes extrapyramidaux, c'est de l'hypertonie. D'accord? Donc, il perturbe le mouvement volontaire, gênant la marche, et ça donne un aspect d'entrecoupé, un saut brusque, enjambé. Donc, vous avez l'impression que c'est des patients qui sont hantés, qui sont possédés. Donc, tellement vous voyez des mouvements qui sont complètement anarchiques, complètement désordonnés, et vous ne pouvez même pas les y mettre. C'est pour ça, tout à l'heure, quand on a commencé le cours, je vous ai parlé de la danse de Sengi, où là, on dit que Sengi l'a visité. C'est-à-dire, c'est des patients qui font carrément des manifestations complètement désordonnées, avec des sauts. Et chose qui n'est pas décrite ici dans votre livre, c'est que c'est des patients qui font des troubles, des sauts de l'humeur, c'est-à-dire des rires, des sanglots, des pleurs,
D'accord? Ça, c'est aussi qui se manifeste, qui sont rapportés aussi avec la Corée. Donc, la Corée de Sydenham, et je vous ai mentionné aussi la Corée de Huntington. La Corée de Huntington qui est plus grave. Hein. La Corée de Huntington, elle est très grave parce qu'elle est neurodégénérative. D'accord? Ça touche principalement les femmes d'âge adulte, aussi la quarantaine, et qui commencent à faire carrément des démences. D'ailleurs, ils font partie des démences. Et sur le plan clinique, ça se manifeste par les mouvements choréiques. Donc, retenez la chorée de Sydenham, qui est, elle, secondaire au streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Et retenez la chorée qu'on peut voir dans la maladie neurodégénérative, qui est la maladie de Huntington, qui est, elle, génétique, transmissible, et qui donne malheureusement une démence, et qui se manifeste chez des femmes assez jeunes, voilà, de la quarantaine. Donc, la chorée est une manifestation transitoire du rhumatisme articulaire aigu, de nature inflammatoire, plus rare. Elle est due à une atteinte dégénérative. Là, par contre, c'est faux. C'est mentionné dans votre livre. Elle est due à une atteinte dégénérative. Heureusement, dans le RAA, ce n'est pas dégénératif. Ça disparaît complètement sans laisser de séquelles. Heureusement d'ailleurs. Parce que le RAA touche les enfants de 5 à 15 ans. Mais atteinte dégénérative dans la maladie de Huntington. Vous voyez? Donc là, l'auteur qui a fait le livre, il a confondu entre la chorée comme symptôme et la maladie. La neurodégénérative qui donne une démence, c'est la maladie de Huntington. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que ça va? Dans le RAA, vous avez une disparition complète des symptômes, sans laisser de séquelles. Est-ce que ça va? Oui, oui, très bien, super, on avance. Voilà, et bon, c'est toujours l'histoire de la danse de Sengue. Les patients à l'époque, bon, il y avait des guérisseurs, il n'y avait pas des médecins, et pour eux, ils pensaient que réellement le corps peut être possédé par une âme malfaisante, par des diables, et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle un pèlerinage. Donc, même eux, ils partent pour pèleriner et pour éviter la malédiction du Sengi. Voilà, c'est des images. Ça a toujours existé. Hein. En Europe, ça existe. Hein. Le pèlerinage du Sengi. Faites une petite recherche. Je ne me rappelle pas de la date, mais pour voir ils disent que les Arabes jahlin. Il faut voir le jahl عندهم هما. Et ça, c'était en 1800, c'était les années en 1700, en 1018, enfin en 1800, enfin en 1700. C'est les fins des années, enfin le 18e siècle, voilà, les fins des années 18e siècle. Les gens font un pèlerinage pour éviter la maladie. Voilà la Corée de Huntington, enfin la Corée de Sydenham, qui survient chez un jeune garçon. Normalement, j'ai une vidéo ici. Si vous êtes intéressé par voir la vidéo. Voilà. Ça, c'est un jeune garçon atteint du RA. Et vous allez voir une crise choréique chez lui. Regardez. Ça, c'est une crise choréique. Vous avez même une grimace au niveau du visage. Il peut même y mettre un son, hein, des rires, des sanglots. Vous pouvez voir ça aussi. Même membre inférieur. D'accord? Ça, c'est une chorée. C'est une chorée de Sydenham. C'est un jeune patient qui est atteint du RA. Bon, ils attendent jusqu'à ce que la crise cède. Ça ressemble un peu, les gens qui ne connaissent pas ça, ils penseront à une épilepsie. En fait, l'épilepsie, ce n'est pas ça. C'est une perte de connaissance avec une perte des urines et la morsure de la langue. Il y en a comme diagnostic différentiel, faites attention. L'épilepsie, c'est une perte de conscience, plus ou moins légère, perte d'urine
Trouble sphinctérien, ça veut dire, et la morsure de la langue. Très bien. Là, là aussi, c'est une chorée, mais ça survient si j'ai une jeune femme, enfin une jeune femme, une dame d'un certain âge, hein, c'est une vieille dame, pas une jeune femme. Ça, c'est une chorée. Par contre, ça, c'est une chorée du Tilton. L'autre, c'est une chorée de Sydenham. Ça, c'est dégénératif. D'accord? Ça donne même une démence. Voilà. En plus, ils ont rajouté une musique. On a l'impression qu'elle danse. Voilà. Ça, c'est une chorée dégénérative. Donc, faites attention dans votre livre. Sydenham, ce n'est pas dégénératif. Il faut faire très attention. J'avais une image sur le Parkinson, je ne sais pas si elle est là. Ça, c'est une véritable choré. Hein. Ça, c'est un Tilton, une jeune femme. Ça, c'est la dystonie oromandibulaire. Ça, c'est une choré. Ça, c'est une choré. Ça, c'est la tétose. Vous avez vu la tétose? C'est les doigts en pieuvre. Ça aussi, c'est choréique. Ça, c'est la tétose. Ça, c'est une dystonie. Ça, c'est une choré, ça, c'est une dystonie. Ça, c'est une dystonie. Choré. Dystonie. Choré de Sydenham. Voilà. Donc là, je vous ai montré pas mal de vidéos, pas mal de témoignages, pas mal de sujets qui présentent de la Corée, qui rentrent dans la Corée de Sydenham, voire dans la Corée de Tilton. Il y avait de la dystonie, il y avait de la tétose, principalement. Voilà. Donc, mais j'avais une autre vidéo là où j'avais un Parkinson. Parce que ce que vous avez vu ici, ce n'est pas du Parkinson. Hein. C'est des syndromes parkinsoniens, par contre. Mais ce n'est pas du Parkinson. Alors, on arrive. Est-ce que ça va jusque-là? Bon, on finit bientôt. Hein, il ne nous reste pas beaucoup de trucs à aborder. Il nous reste les mouvements baliques. C'est l'hémibalisme. C'est carrément. C'est quelque chose de très particulier. Si vous vous rappelez, on a parlé de l'hémibalisme par l'atteinte de quoi au début du cours? Par l'atteinte de la substance sous-thalamique, principalement corps de Lewis. D'accord? C'est l'atteinte de corps de Lewis. C'est une hémorragie du corps de Lewis. C'est carrément des mouvements qui concernent un membre, que ce soit un membre supérieur ou inférieur, avec des mouvements. Vous voyez, quand vous marchez, vous faites bouger les bras, mais c'est vraiment des mouvements très amples et très violents. Et la particularité, c'est qu'ils sont sans cesse. Ils ne s'arrêtent pas de faire ça. Les malades ne peuvent pas s'arrêter de faire ces mouvements baliques. D'accord? Donc, ils réalisent donc des mouvements qui sont brutaux, d'une grande violence, prédominant principalement aux racines des membres. On voit ça souvent aux membres supérieurs. D'ailleurs, j'ai une vidéo à vous montrer. Et ça, essentiellement aux membres supérieurs. Et bon, même on peut l'avoir aux membres inférieurs. Les mouvements baliques s'accompagnent d'une hypotonie aussi. Donc, je ne me suis pas trompé. Donc, vous avez l'hypotonie dans les mouvements baliques et vous avez l'hypotonie dans les mouvements choréiques. Voilà. Et donc, mais sauf qu'il y a un souci avec les mouvements baliques,
c'est que c'est des patients qui n'arrêtent pas de faire bouger le membre et malheureusement, il y a des patients qui meurent par épuisement. Donc, ils n'arrêtent pas de bouger, même si il y a des thérapeutiques qui ne sont pas très innovantes et qui ne donnent pas grand-chose. Donc, ils font des mouvements, ils font des mouvements, ils font des mouvements jusqu'à l'épuisement. Parfois, il y a des malades, les pauvres, quand ils s'endorment, ils mettent le bras qui bouge sous leur corps. Voilà, ils dorment sur le bras qui bouge. Voilà. Okay. Now there's a red light going on. Ça, c'est now. des mouvements It's your- incontrôlables. Hein. Okay. Ça, c'est involontaire. Elle ne peut pas s'en empêcher. Et ça bouge, ça bouge, ça bouge jusqu'à l'épuisement. Attack, very violent, sometimes very mild. Et bon, comme elle le dit, les attaques peuvent être plus violentes. Yesterday alone, 3 years, kept sick. Cold. Inside the spinal. Anyone that knows of anybody, Voilà, donc ce qui nous reste, c'est les autres troubles moteurs, mais principalement, c'est ça, les syndromes extrapyramidaux. Là, ce qui nous reste à voir, c'est les mouvements anormaux. Est-ce que ça va? On finit bientôt. Très bien, super. Alors, les autres tremblements que vous devriez, enfin que vous pouvez voir, il y a en dehors de tremblements que vous devriez le différencier du tremblement de syndrome parkinsonien qui lui survient au repos, il est rythmé par l'émotion. On peut avoir d'autres tremblements, les tremblements du repos ou d'attitude. Il y a les tremblements d'attitude, il y a les myoclonies. Il y a ça, c'est les autres mouvements anormaux. Les tremblements, vous avez les tremblements qui se voient chez certains sujets jeunes, qui peuvent ne pas être pathologiques, hein, parce que parfois ça peut être familial, ça peut s'installer après un certain âge. Il y a les tremblements qui sont séniles et qui peuvent se voir avec l'âge. Donc, chez certains sujets, je ne vais pas parler de maladies. Donc, vous avez les tremblements d'attitude. C'est carrément les patients, quand ils font, par exemple, les mains devant, enfin les bras tendus devant, et commencent à trembler. Parce qu'à l'âge, il n'y a pas quelque chose qui retient les bras. Et donc, ils tremblent. Donc, ça peut être des tremblements qui sont complètement normaux, qui sont physiologiques. Il y a les tremblements d'exagération qu'on peut voir dans la thyrotoxicose. Donc, la thyrotoxicose, c'est l'hyperthyroïdie, c'est l'exagération c'est l'excès des hormones thyroïdiennes en circulation. Vous avez les tremblements d'attitude sans rapport avec le tremblement physiologique. C'est principalement les tremblements séniles. Donc, avec l'âge, il y a des familles là où le tremblement peut s'installer. Bon, dans les tremblements de repos, on a parlé principalement de Parkinson, mais vous avez aussi les tremblements intentionnels ou tremblements d'action, bon là, qui sont assez rares. Donc, et vous avez, ça, vous devriez le retenir, le flapping trémor. Le flapping trémor, c'est carrément dans les insuffisances hépatocellulaires, c'est carrément dans des stades avancés de la cirrhose. C'est ce qu'on appelle astérixis. C'est quoi? C'est carrément, vous demandez aux patients de tendre les bras en avant, de tendre la main aussi, et d'ouvrir entre les doigts. Et ce qu'il va faire, il va faire un flapping, comme s'il vole. Vous avez la main qui va mimer l'aile, carrément l'aile d'oiseau. Donc, il va flapper. On appelle ça un astérixis. Ça se voit dans les insuffisances hépatiques, principalement dans les cirrhoses au stade avancé. Donc, voilà. C'est carrément, on voit ça dans les encéphalopathies hépatiques.
par la sécrétion principale du NH3. Le NH3 qui va être, c'est carrément le NH3 qui va se retrouver au niveau intestinal. Vous allez, monsieur, me dire, monsieur, par quel mécanisme, parce que ça, c'est métabolique. Hein. Quand les patients ont une cirrhose, ils vont faire une augmentation de l'hypertension portale, donc qui va se manifester par des saignements digestifs, par rupture de varices œsophagiennes. Et ce saignement va être au niveau intestinal et cette stagnation du sang va donner du NH3 qui va passer dans le sang et qui va se manifester par une encéphalopathie. D'accord? Et pour pallier à ça, il ne faut pas laisser le sang au niveau intestinal, au niveau du Graal, pour qu'il n'y ait pas de NH3 et passage dans le sang. Donc, on va accélérer le transit. On donne carrément du Dufalac. D'accord? Ça, c'est pour vous. C'est carrément une prévention à cette encéphalopathie hépatique qui peut être très grave. Donc, ce tremblement, on appelle ça un astérixis. Les myoclonies, normalement, j'ai une image, j'ai une vidéo de myoclonie. Donc, c'est carrément contraction musculaire brève et involontaire qui va se manifester sur le plan clinique par extension, flexion rapide d'un membre, d'une partie, d'un muscle, voilà. Et je vous ai donné l'exemple de pédale du pied, par exemple, dorsiflexion rapide, incessante du pied. Donc, j'ai normalement une vidéo que je vais vous montrer tout de suite. La myoclonie, elle est parcellaire. Donc, la contraction intéresse un petit muscle ou des faisceaux isolés du muscle. La myoclonie segmentaire et la myoclonie massive. Bon, là, c'est les différents types de myoclonie. Normalement, j'ai une vidéo ici. J'insiste pas sur ces manifestations involontaires anormaux. La vidéo n'est pas là. Je vais vous la montrer une fois qu'on finisse avec les diapos. Alors, on arrive, comme les mouvements anormaux aussi, vous avez ce qu'on appelle les tics. Les tics, à ne pas confondre avec les TOC. Tics, c'est pas un moyen, enfin, c'est pas un mot, le T n'est pas un on dit comment? Je perds le mot. Un acronyme, voilà. J'ai perdu le mot. C'est l'acronyme. L'acronyme qui veut dire le T veut dire quelque chose, le I veut dire quelque chose. Non, le TIC, non. Par contre, TOC, si. Le TOC, c'est les troubles obsessionnels compulsifs. À ne pas confondre avec les tics. Les tics, c'est des mouvements involontaires faits par les sujets qui peuvent être, comment dirais-je, qui peuvent être contrôlés à un certain moment, parce que c'est vrai que à ne pas confondre les tics, à ne pas confondre au TOC. Les tics, on peut les contrôler quand on fait, qui peuvent disparaître, qui peuvent être contrôlés, qui peuvent être disparaître si on demande à la personne de faire, par exemple, un calcul mental, lui demander de faire un dessin, par exemple, discuter avec lui, comme ils peuvent ne pas disparaître. Hein. C'est vraiment, l'éthique, c'est un trouble comportemental qu'on peut le contrôler avec une thérapie comportementale. D'accord? C'est des patients qui relèvent de plusieurs séances de thérapie comportementale. Donc, c'est des patients qui viennent, qui clignent de l'œil, par exemple, et ils font des clignements d'œil, qui font bouger leur bouche, ils émettent des sons, ils peuvent faire des sauts, ils peuvent faire bouger des épaules d'une façon instantanée et incontrôlable. Tout ça, c'est l'éthique. D'ailleurs, c'est un mot qu'on utilise souvent dans le jargon de tous les jours. Et c'était spasme. C'est clair, c'est spasmodique, mais c'est spasmodique, oui. C'est spasmodique, mais ce n'est pas comme les syndromes Gilles de la Tourette, par exemple. Syndrome de Gilles de la Tourette, c'est un des exemples. D'ailleurs, c'est des patients qui peuvent dire de grossièreté, qui peuvent frapper,
qui peuvent faire… D'ailleurs, ils ont du mal dans l'insertion sociale. Donc, à l'école, ils ont du mal dans l'insertion, surtout les enfants, avec les harcèlements, surtout chez les enfants, l'arabe, les enfants, ils ne sont pas comme les adultes, les harcèlements à l'école. Ce n'est pas… Non, c'est souvent pas génétique. Et on ne parle pas de terrain génétique en dehors, enfin, on ne parle pas de terrain génétique. Il n'y a pas une description qui parle de génétique, contrairement à la théorie de Huntington. Donc, par contre, les TOC, ce n'est pas l'éthique. Hein. Les TOC, c'est des troubles obsessionnels. C'est carrément un comporteur, ça en psychiatrie normalement. C'est des patients qui ne peuvent pas s'empêcher de faire quelque chose. En fait, ils ne peuvent pas s'empêcher et vérifient par exemple le robinet du gaz avant de dormir. Ils le ferment, mais une fois ils retournent dormir, genre ils prennent leur place et ils repartent revérifier. Ils font ça incessamment. Hein. Ça peut prendre 10 fois pour vérifier ça. Vérifier la porte si elle est fermée. Quand ils prennent la douche, c'est infernal. Quand ils prennent la douche, c'est carrément un rituel. Et se nettoie la partie, la main 10 fois. Ils retournent voir de l'autre côté l'autre main. Ils repassent. Et là, c'est interminable. Il y a des patients, par exemple, quand ils sortent, quand ils marchent dehors, dans les trottoirs, il y a par exemple dans les trottoirs, il y a des pavés en rouge, si on a d'autres pavés en blanc. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent pas marcher sur les pavés rouges. Ils marchent uniquement, et s'ils ne le font pas, ils se sentent mal à l'aise, ils se sentent agressés, et ils se sont, justement, pour rester dans le confort, et pour ne pas déprimer, parce que c'est des patients qui font des dépressions, et ils font ça. Ils marchent uniquement sur les pavés rouges et se nettoient toujours avec un rituel particulier. Ils ferment et vérifient le robinet du gaz plusieurs fois. La serrure, la nuit, pour voir si elle on dit comment ça en arabe? L'ouswas al-qahri, voilà. C'est ça. Ça, c'est les tocs. L'éthique, c'est pas ça. Je peux font pour essayer un peu de les aider d'une façon régulière, ils peuvent atténuer les signes. Ils peuvent atténuer les signes. Voilà, vous avez ici une vidéo. Ça, c'est des tics. Bon, la vidéo, elle est très longue. Ça, c'est des signes de Gilles de la Tourette. Catherine Terasawa a 11 ans. Cette jeune fille de Montréal étudie présentement. Enfin, je vous laisserai le soin de voir parce que vous avez le support. Elle doit apprendre à vivre avec une maladie, une série de tics moteurs. Lui aussi, c'est un témoignage d'un jeune homme qui souffre aussi de Jacques Lachapelle a 26 Gilles de la Tourette. Diplômé en informatique, il est… Voilà, il y a plusieurs témoignages ici que vous pouvez voir à tête reposée. Je fais des tics. Tu m'as élevé cet enfant-là, je me suis déjà fait dire ça. Donc, vous pouvez voir ça à tête reposée, calmement. Donc, je ne sais pas ce que vous avez pu suivre, principalement les syndromes extrapyramidaux, retenez la tétose, retenez l'hémibalisme, la chorée, la maladie de Parkinson et la dystonie. C'est la partie la plus importante du cours. Et vous avez les mouvements anormaux, principalement les tics. En dehors de ça, c'est les choses les plus importantes à retenir. Bien sûr, la maladie de Parkinson reste la maladie qui décrit le mieux le syndrome
parkinsonien avec la triade tremblement de repos, akinésie. Est-ce que c'était clair? Mais avant que vous partiez, j'ai envie de vous partager une vidéo, moi, si vous êtes intéressé, sur les clonus, les myoclonies. Voilà, vous avez cette vidéo. This video will introduce you to Clonus. Ça, c'est un clonus. Seen in upper motor neuron lesions. Lui, il continue à faire During à upper motor neuron pédaler. lesion, and was called clonus, the Ça, c'est un patient's foot clonus. will then plant or flex uncontrollably, almost in a tremor state, for so many seconds. You want to know On a des critères. Quand est-ce que je vous ai parlé du clonus? Attendez. Normalement, j'ai une autre vidéo intéressante. Ah, donc, c'est normal. a indication or a positive response Autant que will be normal, il y a rien. hyperreflex. Yeah, and we'll see positive. Vous avez vu? Ça, c'est les signes de Rossolimou qu'on peut voir dans la maladie de Parkinson, dans la maladie, dans la thème du pyramidal. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas, est-ce que c'était clair? C'était barbant? Est-ce que ça vous parle ou pas? Mais c'est ça le syndrome extrapyramidal. Voilà. On dit quelque chose. Normalement, j'ai une question ici. C'était tellement intéressant. Merci. Merci à vous, Ararem, Nasrim. Il n'y a pas de souci. Marhaba. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Faites surtout la comparaison entre l'hypertonie. Vous pouvez avoir des confusions. Le syndrome pyramidal, extrapyramidal. Faites très attention. D'accord? Normalement, on pourra faire ensemble. Monsieur, vous avez montré le syndrome parkinsonien, mais la maladie de Parkinson apparaît comme cliniquement. Comment? Écoutez-moi très bien. Quand on dit syndrome parkinsonien, c'est carrément la triade. Et c'est elle la maladie de Parkinson. Ce qui est différent, c'est carrément le substratum anatomique atteint. C'est tout. Parce que c'est la description de maladie de Parkinson. Les syndromes parkinsoniens, c'est les syndromes qui ont pris les symptômes de la maladie de Parkinson. D'accord? Mais carrément sur le plan clinique, ils se ressemblent. Sauf que l'étiologie qui est différente. Est-ce que vous avez compris? On parle de syndrome parkinsonien, pas la maladie. La maladie, c'est atteinte du noyau du locus niger. Monsieur, pourquoi on mentionnait la maladie de Wilson au début de cours? Pourquoi on a mentionné? Voyez, je n'aurais pas dû mentionner. La maladie de Wilson, qui est une maladie métabolique, qui se manifeste par le déficit en céruleoplasmine, qui est une protéine responsable du transport de cuivre. Et donc, si elle est déficitaire, vous allez avoir le dépôt du cuivre qui va se déposer principalement au niveau des noyaux gris centraux et va donner un tableau syndrome parkinsonien. Ça peut se manifester par un tremblement parkinsonien, par une hypertonie et par une akinésie. C'est pour ça que j'ai donné un exemple dans les syndromes parkinsoniens, la maladie de Wilson. Est-ce que c'est clair par rapport à la maladie de Wilson?
On peut avoir un syndrome pyramidal associé à un syndrome. Ben oui, par malchance. Vous pouvez avoir un patient qui a une maladie, qui a un Parkinson, il fait un AVC ischémique. Et quand il a une AVC ischémique, il fait une hémiplégie. Et l'hémiplégie, ce n'est pas un pyramidal. Amina Bouzi. C'est un pyramidal ou pas? Oui, très bien. Donc, j'ai répondu à la question. D'autres questions? L'extrapyramidal, c'est un cours super, super intéressant. Hello. Et donc, même quand on le reprend, c'est amusant. Surtout en revoyant un peu les vidéos. Est-ce que ça va? Oui, super. D'autres questions? Si vous êtes intéressé, on pourra faire une préparation pour l'examen, une révision. Marwa me dit oui, Iman me dit oui. C'est tout le monde qui me dit oui. Donc, voilà. D'accord, je vais m'entendre avec Mjahed et on organisera minimum une visioconférence pour se préparer à l'examen, pour faire une belle préparation, pour que vous n'ayez pas de problème à l'examen. Inch'Allah. Alors, merci docteur. Il n'y a pas de souci, marhaba. Donc, je vous dis sahaf torkom à vous aussi et à très bientôt. Voilà. Merci. Merci pour tout le monde.